Mes chers collègues, je propose de commencer. Nous sommes réunis ce matin en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010 pour entendre Stanislas Bouron, que le président de la République propose de nommer aux fonctions de directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Monsieur Bouron, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission. Bienvenue. Je rappelle la procédure que vous connaissez tous bien désormais. L'audition d'aujourd'hui, qui est publique, sera suivie d'un vote par un scrutin secret, effectué par appel nominal et hors la présence de la personne auditionnée. Aucune délégation de vote ne sera possible. Le dépouillement du scrutin aura lieu à la suite de l'audition de M. Stanislas Bouron, qui a été entendu le 2 novembre dernier par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Comme le prévoit notre règlement, nous avons nommé un rapporteur pour cette proposition de nomination, M. Antoine Villedieu. Monsieur le rapporteur, bonjour. Il a élaboré pour notre commission un questionnaire qui a été préalablement envoyé à M. Stanislas Bouron, dont les réponses vous ont été diffusées. M. Bouron, avant de céder la parole à notre rapporteur, je rappellerai que notre commission est évidemment très attachée à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la fameuse ANCT, puisqu'elle a adopté la loi qu'il a créée sous la précédente législature. Les enjeux d'aménagement et d'équilibre des territoires sont, nous le savons, toujours plus importants et constituent un sujet de préoccupation important de nos concitoyens. Vous devez également en être particulièrement conscient du fait de vos responsabilités actuelles en tant que directeur général des collectivités locales. Nous avons souhaité, avec la NCT, mettre au service des collectivités un outil qui leur permette de faire émerger et de porter des projets structurants. Il s'agissait aussi de répondre concrètement au manque d'ingénierie de certains territoires pour les faire aboutir, quels que soient les domaines. Les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs programmes à cet effet, sur lesquels, bien évidemment, votre analyse sera bienvenue. Votre audition doit en effet permettre de nous éclairer sur les orientations que vous souhaiteriez donner à l'action de l'agence si vous êtes nommé à sa direction générale. Je ne serai pas plus long et je cède la parole d'ores et déjà à notre rapporteur, M. Antoine Villedieu. Monsieur le rapporteur, la parole est à vous. Monsieur Stanislas Bouron, Monsieur le Président, chers collègues. Nous sommes réunis ce matin pour nous prononcer en application de l'article 13 de la Constitution sur la nomination de Monsieur Stanislas Bouron à la fonction de directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Cet établissement public, créé par la loi du 22 juillet 2019, est récent dans le paysage institutionnel français. Sa création portait notamment une ambition, celle de simplifier l'accès aux services de l'État et ses grands opérateurs dans les territoires périphériques et ruraux de façon à mieux soutenir leurs projets de développement local. 3 ans plus tard, si l'agence est parvenue à se faire connaître notamment à travers le succès de certains de ses programmes comme Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain, pérennisés jusqu'en 2026, les défis demeurent importants. Vous constatez vous-même, dans la note que vous nous avez transmise à notre commission, une méconnaissance persistante de la structure de ces outils dans les territoires ruraux, ainsi qu'une association encore insuffisante avec les préfets et les services déconcentrés dans certains départements et régions. Ce différentiel de visibilité de l'agence d'un territoire à l'autre se traduit notamment par des inégalités importantes de recours à votre offre d'accompagnement sur mesure essentielle au développement des projets locaux. Que pouvez-vous nous dire sur ces inégalités territoriales et les actions que vous souhaiteriez mettre en place pour favoriser un recours plus équitable entre les territoires au service des outils, aux services et outils de l'ANCT ?
Au regard des larges missions et objectifs qui sont confiés à l'agence, se pose également la question de ses moyens, tant humains que financiers. L'agence compte actuellement 2 tiers d'agents contractuels. Vos crédits d'ingénierie ne relèvent jusqu'à 20 millions d'euros. L'accompagnement sur mesure que vous développez sur la base de ces crédits apparaît ainsi limité, alors que c'est une attente forte des élus locaux et une réelle valeur ajoutée pour la cohésion des territoires apportée par la NCT. Plus globalement, jugeriez-vous les moyens de l'agence suffisants, tant aujourd'hui que pour l'avenir ? Sur un volet plus thématique, je souhaiterais également vous entendre sur l'impact des actions de la NCT pour lutter contre le sentiment de relégation dans les territoires impactés par la désertification des services publics et la dégradation du tissu économique local. Les défis que contribuent à relever la NCT sont majeurs. Sur une note plus personnelle, vous avez souligné la richesse de votre parcours professionnel en relation directe avec les territoires, à la Direction générale des collectivités locales, d'une part, et en préfecture, d'autre part. Cette expérience professionnelle sera très certainement un atout pour engager l'agence dans une nouvelle étape de son déploiement au service de la cohésion des territoires. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes collègues commissaires à vous apporter leur soutien pour cette nomination. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Bourron, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés. Je suis devant vous, comme l'a indiqué monsieur le président, à la suite de la proposition du président de la République de me désigner à la direction générale de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires au titre de l'article 13 de la Constitution. Je voudrais, comme vous m'y invitez, aussi me présenter un peu au-delà du document, de la réponse au questionnaire que je vous ai adressé, puis évoquer les compétences que je pense réunir pour occuper ces fonctions, et ensuite, puisque c'est un peu le dur du sujet, bien sûr, évoquer les enjeux que j'identifie pour la NCT pour les années à venir. Tout d'abord, me présenter sommairement. Je suis administrateur général de l'État depuis 2000. J'ai exercé dans différentes fonctions au sein du ministère de l'Intérieur, mais aussi en établissement public, et il y a quelques années aussi comme sous-préfet. J'ai occupé beaucoup de postes, un certain nombre de postes à la Direction générale des collectivités locales depuis une douzaine d'années, et j'ai été nommé le 15 juillet 2019 comme directeur général des collectivités locales. Comme vous le savez, cette direction générale exerce des missions qui portent sur un champ assez large concernant les collectivités, tout d'abord les finances locales bien sûr, mais tout ce qui concerne le droit et les institutions des collectivités, ainsi que le statut de l'élu et le statut des agents de la fonction publique territoriale. La particularité, c'est que depuis janvier 2020 et la création de la NCT, la direction générale intervient aussi sur les missions qui étaient portées par le CGET, qu'on appelle les missions d'administration centrale, sur les questions d'aménagement du territoire et de politique de la ville. Mon parcours professionnel, monsieur le rapporteur, vous l'avez rapidement évoqué, m'a permis de développer plusieurs compétences qui me semblent être adaptées pour occuper les fonctions de directeur général. D'abord, je crois disposer d'une bonne expérience de la relation entre l'État et les collectivités de par les fonctions que j'exerce encore aujourd'hui. J'ai pu participer depuis un certain nombre d'années à l'élaboration, sous l'autorité de différents ministres, de plusieurs lois très structurantes relatives aux collectivités, depuis la loi RCT jusqu'à plus récemment comme directeur général la loi Engagement et Proximité et la loi 3DS, avec, comme vous le savez, la recherche de la mise en œuvre concrète d'une différenciation des politiques publiques à l'égard des territoires. Au-delà de la préparation de ces grands textes et aussi des travaux portés dans le cadre des lois de finances dont nous occupons beaucoup en matière de finances locales, l'activité de la DGCL est très orientée au quotidien pour répondre aux interrogations et aux questions des élus et des agents des territoires et des collectivités. Ce sont des agents qui nous sollicitent ou des élus qui nous sollicitent via les parlementaires, les commissions qui nous auditionnent régulièrement, mais aussi la délégation collectivité locale, les associations d'élus avec lesquelles nous sommes en contact très régulièrement, mais aussi des instances pour lesquelles nous assurons le secrétariat. Je pense au comité des finances locales, au Conseil national d'évaluation des normes ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Évidemment aussi, nous sommes saisis par les services de l'État déconcentrés, et notamment les préfets, avec lesquels nous sommes en contact constant pour mettre en œuvre les politiques en matière de collectivité. De ces expériences, je crois pouvoir avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l'État, État central comme local, et aussi une connaissance du lien à exercer et à entretenir
tant avec les parlementaires qu'avec les élus locaux, pour faire avancer les dossiers des collectivités. C'est une dimension qui me semble absolument fondamentale pour exercer les fonctions de direction générale de l'ANCT, quand on sait aussi que ce conseil d'administration est composé de 10 représentants d'associations d'élus et aussi de 4 parlementaires qui siègent, avec donc un travail orienté vers les territoires, collectivités comme habitants. J'ai aussi, je dispose aussi d'une bonne connaissance de l'ANCT elle-même. Vous le savez, elle a été la loi du 22 juillet 2019 a instauré l'ANCT, qui a été officiellement installée le 1er janvier 2020. Mais dès ma prise de fonction, quasiment concomitante avec la publication de la loi, j'étais amené à créer et à installer avec les équipes en place l'agence. Le DGCL que je suis a été désigné par les textes comme commissaire du gouvernement de cette agence. Donc ça m'a amené à travailler d'abord sous une fonction de tutelle de l'agence pendant 3 ans, mais aussi à être présent à tous les conseils d'administration auprès de l'ancienne présidente Caroline Cailleux, de l'actuel président par intérim Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France, et de l'ancien directeur général Yves Le Breton. J'ai pu voir et accompagner l'ensemble de la montée en puissance des programmes que vous avez pu citer, que ce soit notamment plus récemment Petite Ville de demain, mais aussi Avenir Montagne, qui a été lancé dans le cadre du plan de relance, mais aussi le développement, avec les questions que ça pose, sur l'ingénierie sur mesure, comment le mettre en œuvre, comment arriver à faire progresser les choses, et puis le lancement des CRTE, contrats de relance et transition écologique. Enfin, un dernier aspect de ma candidature, c'est que je crois disposer de compétences de management et de gestion qui sont indispensables pour s'occuper d'une agence qui comporte près de 345 agents au statut très varié avec un budget supérieur à 150 millions d'euros. J'ai en effet été 2 fois directeur d'administration centrale, DRH du ministère de l'Intérieur avec une équipe de 500 agents, puis directeur général des collectivités locales avec la responsabilité de 4 programmes budgétaires, notamment le suivi des dotations d'investissement qui ont un impact direct et permanent sur les territoires, mais aussi un sujet assez massif et important qui est la mise en œuvre de la DGF qui chaque année vient contribuer au financement et à la vie des collectivités locales. Si vous donniez votre accord à la proposition du président de la République et de me désigner comme fonction de directeur général, il reviendrait évidemment aux autorités ministérielles de tutelle de déterminer une feuille de route ainsi qu'au conseil d'administration. Mais de mon côté, j'identifie un certain nombre d'orientations et d'enjeux qui pourraient être déployés. J'en vois 2 principaux. Après 3 années d'existence, tout d'abord la consolidation de l'agence, et puis un deuxième qui est autour d'une étape d'amplification de son action. En ce qui concerne la consolidation, l'agence a été créée depuis 3 ans et a connu quand même une période qui collectivement était complexe, avec notamment 2 années de Covid quand même, qui rendait très compliqué la mise en œuvre d'actions publiques, mais aussi ensuite, une étape très positive, la mise en œuvre du plan de relance, qui a concerné aussi l'agence. Elle a néanmoins, dans cette période assez particulière, réussi à trouver sa place d'ensemblier des politiques territorialisées et l'objectivité de facilitateur de projets. C'était une fusion aussi qui a permis de créer l'agence de 3 établissements, de 3 structures très différentes. Il y avait le CGET, qui était une administration centrale, il y avait l'EPARECA, qui était un établissement public industriel et commercial, et l'Agence du numérique, qui était, lui, un service à compétence nationale. Cette fusion n'était pas évidente, et pourtant elle est un succès, puisque aujourd'hui, on peut quand même constater que les programmes territorialisés que vous avez évoqués, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Territoire d'Industrie, sont en plein déploiement. L'ingénierie sur mesure a été globalement mise en place avec plus de 1100 projets accompagnés. Les espaces France Service se sont déployés selon les objectifs prévus et nous arriverons en fin d'année aux 2500 espaces dans l'ensemble des cantons français, voire même au-delà et conformément aux engagements. Les CRTE qui sont les premiers contrats infrarégionaux présents sur tout le territoire, ont pu être signés et aujourd'hui sont présents et sont des outils qui vont être à la disposition des territoires. Le réseau du numérique, qui est une compétence aussi de l'agence, se déploie rapidement sur l'ensemble des territoires, y compris les territoires évidemment ruraux. Et les actions en matière de politique de la ville comme de ruralité ont connu un renouvellement et une dynamique qui a été très appréciée sur le terrain. Peut-être aussi que pendant cette période, l'agence s'est vue confier, alors qu'elle était toute jeune, beaucoup de nouvelles missions, de nouveaux champs d'intervention, des mesures du plan de relance, la gestion de nouveaux fonds européens, qui a pu parfois amener à une complexité aussi de son intervention. Son budget a plus que doublé en 2 années, ce qui est aussi donc une forme de crise de croissance, on va dire, et d'élargissement rapide de ses missions qui justifie peut-être aujourd'hui de réfléchir à son organisation et de mettre en adéquation ses moyens avec ses missions.
de façon à ce que effectivement l'équilibre soit trouvé et qu'elle puisse rester agile, souple, capable de s'adapter, mais néanmoins en mesure de faire face aux missions qu'on lui donne. Il s'agira sans doute, par exemple, de réfléchir aux mutualisations de moyens et aux synergies entre programmes en interne dans l'agence. Mais aussi, et au-delà, travailler à la déconcentration de son action. C'est un vecteur très important que vous avez souligné, monsieur le rapporteur. Il faut une approche terrain de l'agence renforcée, avec une capacité de projection de ses moyens, mais évidemment qui serait en lien avec le rôle des préfets, qui sont les délégués territoriaux de l'agence, et qui doivent pouvoir, avec l'implication de l'ensemble des services de l'État déconcentrés, fédérer les acteurs locaux sur les projets qui ne trouvent pas de solution au niveau local. Évidemment, l'agence et les services de l'État doivent agir en complémentarité des acteurs locaux, et respecter le principe de subsidiarité, et ne doit pas se substituer aux ingénieries déjà existantes des intercommunalités, comme les agences techniques départementales, les agences d'urbanisme. Le deuxième enjeu que j'identifie, c'est une étape d'amplification de son action, avec deux axes principaux. C'est, vous l'avez souligné, la question de l'accompagnement sur mesure en ingénierie, qui est la clé de la création de cette agence. Je le disais, il y a déjà plus de 1100 territoires qui ont été accompagnés individuellement, 400 projets de CRTE qui ont fait l'objet d'un accompagnement aussi dédié. Malgré tout, la demande reste forte et sur certains territoires, on sent des besoins qui n'ont pas encore pu trouver leur réponse. La réponse, sans doute, et le soutien ne passe pas nécessairement et exclusivement par une prestation de conseil ou la mise en place d'une ingénierie cofinancée, comme c'est le cas dans certains programmes. On a aujourd'hui pas loin de 2000 postes cofinancés sur les territoires. Mais il s'agit, je pense, de développer une boîte à outils plus variée, avec des recherches, par exemple, des démarches de formation des acteurs, dont on sait qu'ils ont parfois besoin aussi de savoir comment mieux appréhender les sujets qui leur sont posés, la mise à disposition d'outils d'analyse et de diagnostic des territoires, qui est le préalable en fait à la création du projet de territoire. C'est aussi créer des réseaux locaux et d'animation par les services de l'État à travers notamment les comités locaux de cohésion territoriale, et enfin avoir un plus grand recours aux 5 grands partenaires que la loi prévoit qui peuvent être mobilisés, qui sont le CEREMA, l'ADEME, la Banque des territoires, l'ANA et l'ANRU. La NCT doit vraiment se positionner comme étant un coordonnateur de l'offre d'ingénierie locale dans une démarche de guichet unique. Elle doit aussi poursuivre le déploiement de ses programmes nationaux en faveur des territoires que vous avez évoqués, en intégrant cette dimension forte et prégnante aujourd'hui, qui est l'exigence de transition écologique. Il doit intégrer la totalité des sujets. Évidemment, cette exigence sera prise en compte parce qu'on a la chance dans ces programmes d'avoir des communautés de travail locales éprouvées et qui pourront porter et intégrer cette dimension, que ce soit dans Action Cœur de Ville, Acte 2, dans Petite Ville de demain ou dans Territoire d'industrie. Le déploiement du fonds vert, qui est en train d'être voté dans le PLF, qui sera pour 2023, permettra effectivement d'intégrer cette dimension aussi et les financements nécessaires. Enfin, en matière de ruralité et de politique de la ville, sous l'autorité des ministres en charge, bien sûr, il faudra engager une nouvelle génération d'outils en s'appuyant sur les évaluations en cours de l'agenda rural, première étape, mais aussi l'évaluation des contrats de ville qui, comme vous le savez, arrive à échéance à la fin de l'année 2023. Pour conclure, je dirais que la NCT doit être un établissement qui reste à l'écoute des territoires, avec un modèle réactif qui a su fonctionner, qui doit se poursuivre. Elle doit aussi être capable d'anticiper les évolutions des territoires et de proposer de ce fait des stratégies aux autorités ministérielles et à son conseil d'administration. Elle doit aussi porter des actions nouvelles qui répondent à des besoins déjà identifiés, mais aussi des besoins qui émergent. Et j'en identifie quelques-uns, il y en a beaucoup, mais les questions notamment de déploiement du numérique et de l'usage du numérique sur les territoires, et aussi de l'appui aux mobilités dans les territoires les plus ruraux, qui est un enjeu majeur, notamment avec la réorganisation des compétences entre régions et intercommunalités. Si ma candidature devait être retenue, je souhaiterais inscrire donc mon action dans ces grandes orientations et apporter mon expérience et mes compétences dans ce cadre. Je vous remercie de votre écoute et je suis évidemment, Monsieur le Président, à votre disposition pour la suite de cet échange. Merci pour ce propos liminaire. Nous en venons donc aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Jean-François Lovisolo. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur Stanislas Bouron, merci pour votre présentation. Votre nomination est proposée par le Président de la République à la fonction de directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. La NCT est un établissement public, comme vous l'avez dit, qui est né le 1er janvier 2020 sous l'impulsion de la majorité présidentielle. L'agence ne conçoit pas des politiques publiques de manière ascendante, mais accompagne les collectivités dans leurs projets de territoire.
Elle se positionne comme un facilitateur de projet en apportant aux communes des moyens financiers et humains et des savoir-faire tout en animant des écosystèmes. Grâce à une gouvernance complémentaire et ce pour accompagner les collectivités dans leurs projets de territoire, l'agence agit en mobilisant de multiples dispositifs et outils au service des collectivités. Le conventionnement de l'agence avec la Banque des territoires, l'ANRU, l'ANA et le CEREMA et l'ADEME permet de décupler ses capacités d'intervention. En tant qu'élu local, je tenais à souligner l'intérêt et l'importance d'une agence comme la NCT, qui permet à des communes qui ont moins de moyens financiers et humains d'accéder à de l'ingénierie, leur permettant de faire émerger et de concrétiser leurs projets locaux, et de répondre ainsi à l'intérêt général et à l'aménagement du territoire. En effet, sur 36 000 communes françaises, 80% d'entre elles comptent moins de 2 000 habitants, et 30 000 communes n'ont pas les moyens de disposer de leurs propres services d'ingénierie. Ainsi, la NCT, en plus de pouvoir mobiliser de multiples moyens et outils, peut mettre en réseau les ingénieries locales existantes afin de mutualiser les connaissances et de faire coopérer les acteurs locaux entre eux. Aussi, je souhaiterais vous entendre sur le fait que cette agence est un levier puissant pour lutter contre les fractures territoriales, ainsi que peut-être par leur retour d'expérience, un moyen d'apporter des réponses à une nécessaire simplification administrative. Je conclurai en vous disant qu'au nom du groupe Renaissance, nous sommes favorables bien évidemment à votre nomination en tant que directeur général de la NCT. Merci, chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Emmanuel Taché de la Pagerie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Bourron, chers collègues. L'Agence nationale de cohésion des territoires a été créée en 2019 avec pour mission de réduire les inégalités entre territoires en simplifiant l'accès aux services de l'État et à ses grands opérateurs dans les territoires périphériques et ruraux, de façon à mieux soutenir leurs projets de développement local. 3 ans plus tard, si l'agence est parvenue à se faire connaître, notamment à travers le succès de certains de ses programmes, de nombreux défis demeurent. Ainsi, dans cette agence encore en construction, on peut s'interroger sur votre nomination à ce poste clé pour les collectivités territoriales, après avoir œuvré en grande majorité en administration centrale, notamment au ministère de l'Intérieur. Si votre carrière est brillante, vous avez vous-même constaté une méconnaissance de la structure et de ses outils dans les territoires ruraux, ainsi qu'une association encore insuffisante avec les préfets et les services déconcentrés dans certains départements et régions. Pensez-vous que votre expérience permettra de diriger au mieux la NCT ? Par ailleurs, vous avez déclaré au Sénat que la NCT ne sera pas un grand machin de plus. Quelle garantie pouvez-vous nous apporter en ce sens, sachant par exemple que vous avez déclaré vouloir verdir la cohésion des territoires, source de nombreuses complexités bureaucratiques en perspective. Cependant, et au vu des réponses satisfaisantes apportées au questionnaire du rapporteur, le groupe Rassemblement National devrait voter favorablement pour votre nomination à cette fonction dans un souci de bon fonctionnement de la NCT. Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Catherine Couturier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bourron, la situation des collectivités est actuellement catastrophique, tant sur le plan des moyens financiers que des moyens humains. Alors que les élus locaux ont alerté le gouvernement depuis plus d'1 an sur les finances locales, la presse fait actuellement état de diminution de services pour les usagers. Cela va de la suppression du dessert à la cantine à la fermeture de nombreuses piscines. Si la diminution des moyens humains mis à disposition des collectivités est moins visible, celle-ci a tout autant d'impact sur la mise en œuvre des projets dans nos territoires. Presque tous les élus font état d'une grave pénurie en ingénierie et se retrouvent dans l'incapacité de lancer des projets structurants, faute de désengagement de l'État dans les services déconcentrés. Au-delà des problèmes structurels que posent les lois NOTRe, MAPTAM, la NCT peut être un outil pour réarmer en ingénierie nos communes et collectivités devenues parents pauvres. Mais comme cette agence peut-elle fournir un véritable support quand elle utilise elle-même 1/3 de son budget pour payer d'onéreux cabinets de conseil privés ? À croire que la leçon des affaires McKinsey et compagnie n'a toujours pas été tirée. Ou bien que cette agence est elle-même en manque de moyens d'ingénierie pour aider les collectivités. Monsieur Bourron, ne faudrait-il pas commencer par revoir à la hausse les effectifs de la NCT plutôt que d'engraisser les cabinets privés si vous comptez la diriger ? Les élus locaux en ont assez des discours et des contrats. Ils attendent des actes. Or, le gouvernement réduit son action aux contrats de relance et transition énergétique, les fameux CRTE. Un énième dispositif où les élus se perdent et où 64% d'entre eux n'ont pas réussi à avoir une vision pluriannuelle de leur financement.
Ces mêmes élus, ainsi que l'AMF, demandent à sortir des appels à projets qui ne sont bénéfiques pour personne, mettent les communes en concurrence, retirent toute visibilité d'investissement et ne servent qu'à justifier les maigres moyens alloués aux collectivités. L'ANCT serait-elle l'agence nationale pour la concurrence entre les territoires? Allez-vous doter l'agence d'une vraie stratégie pérenne pour les collectivités en sortant des appels à projets? Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Pierre Tête. Pardon, merci Monsieur le Président, cher collègue Monsieur Bourron. Lors de votre audition au Sénat, vous avez affirmé vouloir mettre en adéquation l'organisation interne de l'agence et les missions qu'on veut lui confier. Dans son rapport, le sénateur du Cantal Delcros a souligné que depuis 2020, 702 projets ont été accompagnés par l'agence, mais que dans 46% des cas, l'ANCT a fait appel à des prestataires, notamment des cabinets privés. Exemple Ernst & Young pour le progrès territoire d'industrie, avec des résultats peu concluants. Quelle sera votre stratégie pour remédier à cette anomalie? Permettez-moi d'élargir au rôle plus politique que devrait jouer l'agence. L'ANCT traite des sujets qui dépendent de 5 ministres et secrétaires d'État. Quelle sera votre position vis-à-vis des différentes exigences des ministres? L'organigramme de l'ANCT pose problème, avec un dépassement aujourd'hui d'effectifs de 25 personnes dû à des recrutements désordonnés. Quelle sera votre feuille de route pour reprendre la main sur ce sujet? Dans son rapport sur la politique de cohésion des territoires pour 2022, notre ancienne collègue LREM, Lauriane Rossi, dénonçait un manque de vision de la NCT sur la politique d'aménagement du territoire. Ne serait-il pas préférable d'avoir une direction interministérielle, de laisser les préfets répartir les crédits des programmes de l'État, plutôt que d'ajouter une agence aux nombreux interlocuteurs des élus locaux sans apporter de véritable valeur ajoutée? Pour les élus locaux, l'ingénierie de projet, c'est bien. Mais si elle n'est pas accompagnée d'un soutien fort à l'investissement, les projets restent tout simplement dans les cartons. Quelles sont vos propositions pour faire de l'agence un véritable acteur aux côtés des élus locaux, en ingénierie évidemment, mais également en soutien à l'investissement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Michael Cosson. Bonjour. Moi, je vais poser une question. À l'heure où les collectivités doivent relever des défis en matière de transition écologique et énergétique, la NCT, qui est présente depuis quelques années, dénombre un nombre de 1000 opérations à l'échelle nationale. Quand on sait que l'État représente 375 000 communes, c'est dire un peu la goutte d'eau qui est aujourd'hui ajoutée et encore les nombreuses rivières qui vont devoir exister pour pouvoir faire en sorte que les collectivités puissent bénéficier de ce service. J'en parle assez aisément puisque, agent de l'État depuis 24 ans à la DDTM et ayant pendant 9 ans exercé la mission de conducteur d'opération auprès des collectivités, j'ai pu voir se dégrader ce service et voir aussi des pseudo-AMO qui existent aujourd'hui avec le niveau de prestation qui est a certes baissé, alors que les honoraires se sont rapprochés plus d'une mission de maîtrise d'œuvre. Et aujourd'hui, je suis forcé de constater que les collectivités se retrouvent quelque part désemparées. Alors certes, il existe des nouveaux services constitués par les agglomérations ou bien par les départements avec les ADA. Cependant, en fait, le défi auquel vont être confrontées les collectivités est assez important et on est forcément certain qu'ils ne pourront pas être accompagnés à la hauteur des enjeux. Et je crois que là, la NCT a vraiment un rôle à jouer. Et lorsque je sais que pour le département des Côtes-d'Armor, donc qui est bien entendu le délégataire, le préfet, mais ce sont 5 personnes qui doivent assister les 376 communes, avec comme mission également de suivre les actions cœur de ville, les actions petites villes de demain, la rédaction des dossiers pour les DETR, les déciles, etc. J'en passe. Je sais de sources sûres qu'ils ne pourront assister les collectivités. Alors j'aimerais qu'on puisse avoir un déploiement, une stratégie pour que justement on ne parle pas d'objectifs, mais qu'on parle vraiment d'actions concrètes et qu'on passe pas de 1000 à, et qu'on passe de 1000 à une 100 000, au moins 100 000 opérations. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Bertrand Petit. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur Bourron pour vos propos liminaires. Cette audition, vous le savez, est une nouvelle occasion d'évoquer les nombreuses problématiques autour de l'aménagement du territoire, comme cela a notamment été souligné il y a quelques semaines lors de la discussion budgétaire de notre pays.
souffre d'un manque criant de visibilité et de lisibilité en la matière. Ces dernières années, le gouvernement a beaucoup communiqué sur les programmes s'adressant à différentes catégories de territoires. Vous les avez rappelés, le programme Action Cœur de Ville, axé sur les villes moyennes, le programme Petites Villes de demain, le programme Territoire d'industrie. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si vraiment on peut parler d'une politique d'aménagement du territoire quand tout est segmenté de cette manière. Il manque, nous semble-t-il, une vision globale, une vision générale. Il manque également des financements. Les élus ont pu croire que ces programmes leur donneraient accès à de nouvelles subventions ou sources de financement. Or, la grande majorité de ces aides sont en réalité des prêts, des prises de participation et des aides aux bailleurs privés. Aussi, qui est véritablement avantagé par ces programmes. Les territoires ayant déjà les capacités pour répondre à des appels à projets et répondre aux critères opaques et parfois discutables fixés par les services déconcentrés de l'État. Alors certes, M. Bourron, vous n'êtes pas responsable de cette situation, mais vous héritez de ce passif et vous aurez à répondre aux nombreuses sollicitations d'élus locaux sur ces sujets. Ma question sera donc la suivante. Quels sont les besoins de l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour tenter de corriger le tir ? Pensez-vous qu'en l'état actuel des ressources de l'agence, et vous l'avez évoqué, à la fois humaines et financières, vous pourrez mener à bien vos missions? Enfin, nous voterons, le groupe socialiste et apparenté, favorablement pour votre nomination au poste de directeur général. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Vincent Thiebaud. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, Monsieur Bourron. Effectivement, la NCT a été mise en place en 2020, suite à la loi de 2019 pour accompagner les territoires dans leur ingénierie territoriale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les territoires sont le maillon le plus important pour réussir nos politiques de transition écologique, énergétique. Et je suis convaincu que les prochaines années, ce seront les années de l'aménagement du territoire. À ce titre, la NCT a pu accompagner effectivement un peu plus de 702 projets en 2021 pour des communes de 3 500 à 50 000 habitants, et c'est remarquable, notamment sur des programmes comme Action Cœur de Ville, Territoire d'industrie, et ainsi de suite. Nous sommes convaincus qu'il faut aujourd'hui accompagner l'activité aussi dans leur réflexion le plus en amont possible, non pas juste amener l'ingénierie au moment où il y a le projet. Nous, ce qu'on constate aussi, c'est la capacité des élus et les accompagner aussi dans leur capacité à réinventer leur territoire pour faire face à ces enjeux. Nous avons mis en place effectivement un certain nombre, à travers un certain nombre de lois, un certain nombre de dispositifs qui sont, il est vrai, de plus en plus contraignants. Je pense à la loi climat-résilience avec les zéro artificialisation, la future loi sur les énergies renouvelables, où on va demander aussi aux communes et aux territoires de s'investir pleinement dans les objectifs que nous fixons au niveau national, voire même mondiaux. Il est essentiel effectivement que la NCT soit de plus en plus présente, même en amont, pour pouvoir accompagner les collectivités et pouvoir se réinventer, même sur des sujets de mobilité. D'ailleurs, à ce titre, je me permets juste de souligner la tribune qui a été signée par 11 000 élus de l'Association nationale des pays et des pôles d'équilibre territoriaux, qui demandent justement la mise en œuvre de moyens plus forts en termes d'ingénierie, et notamment l'instauration du 1% d'ingénierie. Si vous le souhaitez, je vous invite à lire cette tribune. Non pas parce que j'en suis le vice-président de la NPP, mais quand même un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, qui relève bien en tout cas le sentiment de ce besoin qu'a ce territoire. Donc pouvez-vous nous préciser effectivement la manière dont vous comptez organiser le développement de l'offre en matière d'ingénierie, mais surtout comment faire instaurer dans le territoire, faire émerger ces projets par de l'accompagnement en amont. Merci, et bien sûr nous voterons favorablement pour votre candidature. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bourron, il y a quelques années, l'ancêtre de la NCT s'appelait le Commissariat général à l'égalité des territoires. Parce que c'est autour de cette promesse d'égalité que notre République se déploie et autour d'elle que la cohésion nationale et territoriale s'organise. L'égalité n'appartient pas pour autant uniquement au régime des valeurs. Elle demande des actes. Or, ces dernières décennies, le modèle républicain s'est souvent enrayé, faute de volontarisme politique, à un moment où nous affrontons une mosaïque de crises, qu'elles soient économiques, écologiques ou sociales. Ces crises, tous les territoires ne les subissent pas de la même manière. Pour ne citer que cela, mais c'est une parfaite illustration, la disparition des services publics, souvent en milieu rural, mais également dans certaines zones urbaines, engendre plus que toute autre chose un sentiment d'abandon et d'injustice. Une tendance récurrente est par ailleurs dans le débat public d'opposer l'urbain, à l'heure des grandes métropoles, et un monde rural condamné à devenir à de simples espaces récréatifs. Il y aurait d'un côté des métropoles mondialisées, dans lesquelles on produirait de la richesse, et d'un autre, des espaces à qui on ne ferait que la redistribuer, car inscrits dans une sorte d'économie de seconde division. Cette logique de fragmentation est évidemment une impasse. Pour répondre à ces enjeux, il nous faut créer des nouveaux outils de mesure de la qualité de vie dans nos territoires. De nouveaux indicateurs de richesse
permettrait de dépasser les seuls critères de revenus ou de PIB pour accéder à une réelle compréhension des territoires. En effet, la seule grille de lecture basée la plupart du temps sur le PIB empêche de prendre toute la mesure des nouvelles inégalités territoriales qui affectent le bien-être des Français. La mise en place d'une batterie de nouveaux indicateurs de richesse semble donc un prérequis pour renouveler notre vision des territoires et potentiellement de l'action publique. 3 nouveaux indicateurs sont par exemple d'ores et déjà opérationnels et pourraient être utilisés comme critères dans la construction des politiques publiques territoriales. L'indice de développement humain, l'indice de santé sociale ou encore l'empreinte écologique par exemple. Et j'en termine, comment sous votre direction l'ANCT appréhendera-t-elle le travail autour des nouveaux indicateurs de richesse réclamés par un nombre croissant d'économistes et indispensables pour renouveler l'action publique territoriale? Merci. Merci, chers collègues. Il y a un moment que nous attendons tous lors de ces oraisons de groupe, c'est la parole de Hubert Wulfranc. Hubert Wulfranc, souhaitez-vous... Alors, non, je m'abstiens de prise de parole en l'état. Cette audition perd un peu de sa saveur. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, la parole est à Guy Bricout. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Bourron. Alors vous ayant connu alors que vous étiez sous-préfet à la ville dans le département du Nord, chargé de l'ANRU, je me félicite de votre candidature à la tête de la NCT, car votre capacité d'écoute du terrain que j'ai pu constater sera évidemment un atout important dans l'exercice de vos prochaines fonctions. Je me souviens de votre venue dans ma ville que nous avons parcouru ensemble. Vous n'avez donc pas décidé du bureau, mais sur le terrain, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, quelles sont pour vous les priorités du début de votre mandat? Y a-t-il des domaines dans lesquels vous souhaitez tout particulièrement que l'agence monte en puissance? Quid des moyens de la NCT? Je répète des questions qui ont déjà été posées, tant humains que financiers. Le manque d'ingénierie se fait encore ressentir sur nombre de dossiers dans nos territoires, notamment nos territoires ruraux. Comment comptez-vous y pallier? Qu'est-ce que donne aujourd'hui le volontariat territorial en administration, VTA? Selon vous, ce dispositif est-il un bon appui? Comment voyez-vous à l'avenir les actions... Comment voyez-vous à l'avenir les actions de la NCT sur les territoires ultramarins qui sont fort représentés dans notre groupe? L'ensemble des opérateurs venant d'horizons différents ont-ils pu trouver leur marque au sein de l'agence? Quelle est votre analyse de la situation à ce stade? Les débuts de l'agence avaient en effet été rendus chaotiques par les pertes de repères des agents concernés. Enfin, le 29 septembre dernier, la mission conjointe de contrôle MCC sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs présentait son rapport et pointait notamment la nécessité de renforcer l'évaluation des programmes Cœur de ville et Petites villes de demain au national et sur le terrain. Qu'en pensez-vous? Par ailleurs, il insistait sur le fait que ces programmes soient souvent menés à marche forcée avec un fonctionnement lourd et bureaucratique. Notre groupe sera très favorable à votre nomination. Merci, chers collègues. Monsieur Bourron, je vous laisse le soin de répondre. Je crois que vous vouliez compléter votre réponse initiale par rapport aux questions de monsieur le rapporteur. Et puis, je vous laisse le soin après de répondre à tous les orateurs de groupe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, sachant qu'une partie des questions du rapporteur rejoignent des questions qui ont pu être données, j'essaierai d'y répondre de façon globale. Peut-être un point qui n'était pas, que le rapporteur a évoqué, c'est la question de la dégradation du tissu économique local et des moyens d'action. Il y a effectivement la NCT à travers un certain nombre de ses programmes, je reviendrai sur peut-être au moins 3 d'entre eux, qui sont territoires d'industrie, Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, c'est une façon assez différente, contribue d'abord à travers le programme, à créer une dynamique locale pour le territoire d'industrie de réindustrialisation, en s'appuyant sur aussi les collectivités compétentes, régions, intercommunalités, pour permettre de créer, on va dire, l'écosystème qui se mobilise avec des couples élus locaux, entrepreneurs, le soutien de l'État et des moyens financiers qui ont été mis et qui seront encore mis à l'avenir à travers France 2030 pour encourager d'abord la reconquête industrielle d'un certain nombre de territoires, et avec la reconquête notamment de friches, ce qui rentre aussi dans des logiques de transition écologique, mais aussi l'encouragement aux tissus locaux industriels de croire au territoire et d'être poussés. Concernant Action Cœur de Ville et Petits Lieux de demain, c'est une approche aussi sur l'activité commerciale artisanale qui est de reconquête des cœurs de ville.
un des sujets du développement des dernières années, et on le sait, une paupérisation parfois, une perte d'attractivité des centres-villes. Et il y a besoin, pour faire vivre un centre-ville, non seulement de le rendre plus attractif par l'habitat, mais aussi de le rendre plus attractif par l'offre commerciale et les conditions d'accès. Donc c'est un travail global qui exige d'abord de la planification au sens SCOT, PLU, I, et évidemment avec l'action de l'ensemble des acteurs concernés, mais aussi plus du coût humain en intervenant rue par rue, immeuble par immeuble. Et là, c'est typiquement les projets Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, qui peuvent, pour certains, Action Cœur de Ville est déjà, au bout de 4 années d'existence, on a déjà montré sa capacité d'intervention. Et Petite Ville de demain, qui démarre jusqu'à 2026, permettent d'arriver à apporter ces réponses avec une approche aussi d'ingénierie spécifique, notamment portée avec la Caisse des dépôts, sur l'offre commerciale. Il y a une autre action de la NCT qui est un peu moins connue, que je n'ai pas beaucoup évoquée, c'est toute la dimension issue de l'EPARACA puis qui s'est développée avec le plan de relance qui est le fonds de revitalisation des locaux d'activité, de restructuration des locaux d'activité, qui a bénéficié de 60 millions d'euros dans le cadre du plan de relance, qui devrait, dans le cas du fonds vert, pouvoir être accompagné encore, qui permet d'apporter un soutien, une subvention pour équilibrer des projets de restructuration d'activités commerciales, typiquement par exemple en centre-ville, qui sont déficitaires. On le sait bien, ces opérations n'arrivent pas à trouver leur équilibre par elles-mêmes. Il y a besoin souvent d'un soutien public complémentaire. Typiquement, ce type d'action très concrète sur des projets dédiés permet dans un certain nombre de cas d'avoir l'effet levier qui permet de repartir d'un bon pied sur un certain nombre de territoires, et notamment dans les cœurs de ville. Sur la question de la simplification administrative, Monsieur Lovisolo, et sur globalement la question de l'ingénierie. Je pense que vous avez évoqué aussi, Monsieur Cosson, l'évolution des services de l'État sur les territoires, qui est un choix depuis de nombreuses années. Vous avez pu voir aussi qu'il y a un certain nombre de messages, la création de la NCT, mais aussi tout récemment la réouverture, ou en fait la remise de sous-préfets sur un certain nombre de territoires qui a été engagée. La démarche vise aujourd'hui à ce que l'État retrouve plus sa place en contact et en lien avec les collectivités, sachant qu'il s'est passé quand même un certain nombre de choses institutionnelles depuis lors, et qu'on n'est pas en 1980. Aujourd'hui, vous avez des collectivités pleinement autonomes, avec des moyens pour certaines, d'autres moins, c'est très vrai, mais qui ont des missions, je pense aux régions, départements, aux intercommunalités, d'accompagnement et de portage, et pour certaines d'entre elles, qui arrivent à porter des projets. Donc l'objectif n'est pas tant de dire qu'il faut que partout l'État intervienne de la même façon, je pense que ce serait d'ailleurs pas adapté, mais c'est d'intervenir au bon endroit, sur les bons interlocuteurs, là où il y a un déficit, là où il y a pas la capacité localement d'apporter une réponse, que ce soit sur un projet de développement du territoire ou sur un projet d'ingénierie. Donc la simplification, c'est d'abord, première étape pour moi, la question de la mise en place de ce guichet unique dont on parle. C'est-à-dire qu'au niveau départemental, puisque c'est le lieu d'action de l'agence, principalement, même s'il peut y avoir une coordination régionale des financements, le fonctionnement de l'agence est sur un délégué territorial départemental. C'est donc là que ça doit se passer. Vous avez la capacité avec le comité local et départemental de cohésion territoriale, qui est prévu par la loi, de mettre tous les acteurs qui ont des capacités d'intervention, je pense les agences techniques départementales que vous évoquez, mais aussi les intercommunalités qui peuvent aussi avoir des moyens. J'évoquais les CAUE, les agences d'urbanisme. Il y a des moyens sur les territoires. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien du tout, il y a quelques cas extrêmes. La plupart du temps, il y a des moyens. Mais ils ne sont pas forcément adaptés au projet. C'est exact. Et à ce moment-là, la simplification, c'est de neutraliser pour le porteur de projet la complexité et de faire que les acteurs qui, eux, savent comment ça fonctionne, puissent apporter une réponse aux porteurs de projet, soit en faisant recours aux acteurs locaux, qui sont éventuellement qu'on met en synergie, et l'État a la capacité de mettre tout le monde autour de la table, soit en allant chercher des acteurs, la NCT au niveau national, qui peut venir en appui, ou faire jouer l'ensemble des partenariats qui sont, je l'évoquais, le CEREMA, l'ANA, la Banque des Territoires. Donc ça, c'est vraiment un système qu'il va falloir faire progresser, mais il est normal, au bout de quelques années d'existence, qu'il y ait des progrès à faire. Ce serait d'ailleurs un peu étonnant que ce ne soit pas le cas, dans une recherche, et je vous rejoins, de simplification et de transparence pour le porteur de projet. Ce n'est pas lui qui doit porter la complexité, le moins possible dans tous les cas. Il doit y avoir un accès facilité à l'information et au soutien, ou on le renvoyer vers une expertise complémentaire, retravailler le projet, mais en tout cas une réponse qui soit un accès simplifié. Ça répond un peu au propos aussi de M. Taché de la Pagerie sur la méconnaissance de la structure localement et le rôle du préfet.
La question du guichet unique vise à répondre d'abord à une meilleure identification. Aujourd'hui, ça fonctionne dans certains territoires, moins dans d'autres. Les services de l'État déconcentrés, préfets DDT, les sous-préfets aussi en proximité, qui doivent être les interlocuteurs de premier niveau des acteurs de terrain, doivent être les lieux d'accueil, d'information, mais aussi de présentation de tous les outils que l'agence et les autres acteurs que j'évoquais peuvent porter vis-à-vis du territoire. C'est fondamental, sinon on n'y arrive pas. Donc il faut que, certes, l'agence aille plus sur le terrain. Et moi, je prône pour une déconcentration plus forte, non seulement en partie de l'action, mais aussi des moyens, et notamment sur l'ingénierie, c'est-à-dire travailler à ce qu'une partie du marché d'ingénierie, qui aujourd'hui est national, puisse être entre les mains du préfet de département à sa main, pour pouvoir répondre plus rapidement sur des projets qui lui sont soumis. Mais là aussi, après, qu'il y a un travail collectif et d'intervenir, pas en concurrence avec les autres, mais une fois qu'on s'aperçoit que c'est vraiment indispensable d'intervenir sur tel projet. Et là aussi, ce travail de meilleure connaissance de l'agence et de ses moyens, qui est bon, enfin dans certains territoires, il n'y a pas de sujet, dans d'autres, on voit qu'il y a encore des interrogations, c'est vraiment au service de l'État et aux collectivités aussi. Je rappelle qu'il y a 10 associations de collectivités au conseil d'administration, qu'il y a un président qui est issu des membres élus, qui sera renouvelé le 13 décembre prochain, qui a cette vocation, au-delà du directeur général qui reste une personne dans le système administratif, de porter aussi la voix, le faire connaître l'ensemble des possibilités que l'agence peut apporter. Et je vous rejoins, je n'ai jamais travaillé dans des grands machins, et j'espère ne pas avoir à le faire, et je ferai tout pour que ce ne soit pas le cas. Je l'ai dit au Sénat, je vous le répète devant vous, je ferai tous mes efforts, croyez-le bien. Madame Couturier, vous évoquez la question des budgets du marché. Alors, l'ingénierie sur mesure, parce que l'ingénierie c'est vaste, il y a plusieurs sujets. Le premier d'entre eux, c'est déjà, on a un système qui cofinance des postes sur le terrain. Je pense notamment à Petit Île de Demain, vous êtes pas loin de 850 aujourd'hui personnes qui sont cofinancées, qui interviennent sur les territoires pour porter le projet Petit Île de Demain dans les 1640 et quelques communes concernées. Donc ça, c'est des gens sur le terrain, des gens portés avec la collectivité qui est en responsabilité. C'est dans la réalité des masses financières très supérieures à l'ingénierie sur mesure, parce que c'est pas loin de 2000 postes, si on met territoire d'industrie, France Service, Action Cœur de Ville, si on met aussi les VTA sur lesquels je reviendrai, ça fait beaucoup de monde sur le terrain. Et c'est tant mieux, parce qu'il y a besoin de ce soutien en proximité. La prestation au cabinet privé se repose sur un marché qui a été passé, qui est multithématique et régionalisé, qui a été porté en 2020 et qui répond aussi à des besoins qu'aujourd'hui personne ne sait porter via la sphère publique. Je vous rejoins, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga, je le dis dans mon propos introductif. C'est néanmoins parfois fondamental. La loi même évoque le terme d'ingénierie publique ou privée. Donc c'est un faisceau de possibilités et il faut parfois aller chercher de l'ingénierie privée disponible. Il y a d'excellents cabinets d'ingénierie, notamment sur certaines thématiques dans le secteur privé. Il faut aller les chercher quand on a besoin de cette compétence. Évidemment, aujourd'hui, c'est à peu près 50% de l'ingénierie sur mesure qui passe par ce type de prestation. C'est donc pas non plus complètement énorme, mais ce sont effectivement, il faut aussi aller chercher, et peut-être que c'est un effort à poursuivre, l'ingénierie publique mobilisable, avec notamment le CEREMA qui a plein de compétences remarquables qu'il faut aller chercher, notamment dans sa nouvelle organisation institutionnelle. C'est aussi la Banque des territoires qui intervient, on le sait beaucoup, sur les territoires, et les autres acteurs publics qui peuvent apporter du leur. Sur la question aussi des effectifs et globalement, les moyens de l'ANCT aujourd'hui, c'est 345 agents. C'est une augmentation en fait de pas loin de 10% en 3 ans du fait d'un certain nombre de transferts de compétences. Je pense que la première étape, c'est la stabilisation. C'est aussi l'agence et la fusion de 3 structures, je l'ai dit, c'est encore récent, des compétences qui arrivent. Il faut aussi donner, pour les personnes qui y sont, du sens, de la stabilité, des perspectives, plutôt que chercher peut-être à gonfler un peu démesurément. Donc ça, il faut bien que c'est l'étape numéro 1, la consolidation. Évidemment, s'il y avait des missions complémentaires qui étaient confiées, qui exigeaient des moyens complémentaires, forcément, il faut mettre les moyens en fonction des missions. C'est fondamental. Mais on a aujourd'hui besoin aussi
dans les équipes de leur permettre, à travers la formation et aussi à travers l'évolution des métiers, d'aller au contact du terrain. Certains y sont déjà, hein, on a 20% d'effectifs sur le terrain, et d'aller directement au contact et porter la voix de l'agence sur les territoires. La question des appels à projets. Vous savez que les ministres en charge de l'aménagement de territoire, ça a été Jacqueline Gouraud, que vous avez connue, aujourd'hui Madame Cailleux, Monsieur Béchu, Madame Faure pour la ruralité, tiennent le même discours. Pas d'appel à projet. Donc l'appel à projet national où il faut écrire à Paris pour avoir une réponse, moi j'y suis personnellement très hostile. L'ensemble de mes fonctions à la direction générale a été de mettre en œuvre des dispositifs déconcentrés à la main des préfets, avec des orientations, parce que ce sont des moyens d'État. Il est normal que l'État donne des orientations, mais la marge d'appréciation doit être locale, par rapport à un échange local. Et en revanche, nous, on a besoin de restitution. On a besoin de savoir, y compris pour rendre compte au Parlement, et rendre compte aux députés et aux sénateurs qui votent le budget, à quoi a servi l'argent. Mais c'est local. Donc cette approche, c'est profondément la mienne. Et sachez que dans les fonctions que j'exerce et que j'exercerai à l'avenir, j'essaierai toujours de tenir cette ligne, qui est par ailleurs celle des ministres de tutelle. Sur justement la question des différents ministres de tutelle. C'est une richesse. Moi, je le vis comme tel. C'est une grande chance. Aujourd'hui, c'est déjà le cas à la Direction générale des collectivités locales. Nous avons 2 ministères de tutelle. Nous savons travailler dans cette organisation. Le monde aujourd'hui est complexe, les sujets sont complexes, interagissent. La ruralité et le monde de la politique de la ville ne sont pas en opposition. Ils ont des mêmes besoins dans la réalité, des besoins notamment d'accès aux services publics. Et France Service, c'est autant les quartiers politiques de la ville que la ruralité. Le développement des tiers-lieux, c'est autant la ruralité que la politique de la ville. Il n'y a pas de conflit à avoir. L'ensemble des territoires de la République doivent être aidés avec leurs particularités. Et les différents ministres qui animent ces politiques, nécessairement, s'appuieront sur l'agence demain, qui aujourd'hui est organisée pour essayer d'y répondre. Mais bien sûr, il s'agira d'assurer la cohésion de la réponse. L'organisation, il y a une agence, il n'y a pas 10 agences. Sur Monsieur Cauchon, la question du défi et en matière de services et de la charge de travail pour les services de l'État. Je vous rejoins, effectivement, l'ATESAT n'existe plus. Les évolutions, notamment la compétence qu'on appelait l'aide sur les permis de construire a été transférée aux intercommunalités. Il y a des évolutions structurelles qui ont eu lieu. Aujourd'hui, le soutien de l'État en matière d'aménagement du territoire doit prendre des formes différentes. On ne refera pas ce qui a existé à une époque qui d'ailleurs institutionnellement n'est pas la même. Hein. Donc il faut aussi construire des choses différentes, peut-être plus souples, avec peut-être des moyens plus limités, mais des moyens de qualité aussi peut-être différentes, avec des sollicitations, des capacités de mobiliser les gens différemment, mais aussi en s'appuyant sur les collectivités locales. Il y a des vraies compétences, il y a des vrais moyens dans les collectivités, et il faut les encourager aussi à s'armer et mettre en œuvre, dans un certain nombre de cas, les compétences dont elles sont dépositaires de par la loi. Donc il y a une stratégie aussi de travailler avec les collectivités à Paris comme sur le terrain pour les aider parfois à aussi mettre en œuvre leurs propres compétences. Et l'État a ce rôle d'accompagnateur dans ce cadre. Monsieur Petit, vous évoquez la question des besoins de l'agence pour corriger voilà, et les ressources, que les besoins sont aujourd'hui couverts. Par rapport aux politiques publiques qui sont portées. Moi, aujourd'hui, le fonctionnement de l'agence est un fonctionnement de mission. C'est un budget qui, même s'il fait entre 160 et 200 millions, si on compte les recettes et dépenses avec le plan de relance ou pas, c'est beaucoup de dépenses du plan de relance, avec un budget, disons, de socle, autour de 80 millions d'euros. C'est une structure donc de mission qui a peu de gestion de dispositifs en propre. C'est la particularité et la chance peut-être aussi. C'est-à-dire que c'est une structure qui fédère, qui assemble, qui fait travailler ensemble, qui est porteuse d'initiatives, mais qui n'est pas dans la gestion de lourds dispositifs. En tout cas, il faut éviter qu'elle tombe là-dedans. Et ça veut dire qu'elle a besoin de s'appuyer sur des partenaires extérieurs. Si on prend Action Cœur de Ville, c'est par exemple Action Logement, c'est la Caisse des dépôts, c'est l'ANA. Si on prend territoire d'industrie, on va trouver les intercommunalités, les régions. Et donc, les moyens sont potentiellement extérieurs. Mais il y a aussi les moyens de l'État, à travers les dotations d'investissement, qui sont aujourd'hui
à des niveaux rarement atteints, et en plus l'arrivée l'année prochaine du fonds vert qui pourra aussi soutenir les projets de territoire dans les cœurs de ville, tout comme sur le territoire d'industrie. Monsieur Thibault, vous évoquez la question d'accompagner en amont la réflexion des collectivités. Je vous rejoins, je l'ai dit dans mon propos, le point nodal, c'est déjà avant d'avoir un projet sur lequel on demande de l'ingénierie, il faut avoir un projet de territoire et il faut avoir fait sur le diagnostic de son territoire. Quelles sont ses chances, quels sont ses atouts, quelles sont ses faiblesses. Et ce diagnostic, l'agence a aujourd'hui des moyens très particuliers, elle a des observatoires. L'observatoire des territoires notamment, qui permet de travailler, et je rejoins aussi le propos de M. Thierry, qui permet de travailler sur des indicateurs extrêmement riches et de mise en perspective des évolutions des territoires. C'est une chance, hein, avec des outils cartographiques aussi de représentation issus de l'ancienne DATAR, qui sont extraordinairement intéressants. Et sachez qu'on souhaite poursuivre ce travail de prospective et de réflexion de moyen terme, je l'indiquais à la fin de mon propos. Il faut aussi anticiper ce que seront les territoires demain, et donc aider ensuite sur cette base-là à construire un projet de territoire, et à la fin, porter le projet concret. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Le projet doit s'inscrire dans une stratégie globale et pas apparaître de façon un peu désordonnée. Monsieur le député Bricout, je vous remercie de vos propos. Je garde aussi des souvenirs de cette visite qui m'a appris beaucoup, comme d'autres visites sur d'autres territoires dans ce beau département du Nord. Les volontaires territoriaux de l'administration, les VTA, c'est une démarche issue du plan de relance qui fonctionne bien. On est à peu près à 400, 500, je n'ai pas les derniers chiffres, personnes déjà recrutées, et qui apporte de l'ingénierie dans des territoires ruraux. C'est très apprécié, ça fonctionne bien, c'est durée assez courte, hein, 12-18 mois, des profils assez jeunes, mais qui ont vraiment trouvé leur place, et on a l'objectif d'aller monter jusqu'à 800 postes. Hein, donc c'est une démarche qui aujourd'hui fonctionne et que l'on souhaite aujourd'hui poursuivre. Sur l'outre-mer, l'action de la NCT, effectivement, est absolument nationale. Donc l'ensemble des territoires de la République sont concernés, et il faudra peut-être aussi qu'on déploie plus avant encore. On a un membre du conseil d'administration qui doit être originaire des Outre-mer au titre des élus, donc il faudra qu'on fasse attention, évidemment, tout particulièrement ces territoires qui ont besoin, tout autant que les autres, d'être accompagnés avec des particularités aussi, des difficultés qui sont très spécifiques, souvent des thématiques d'ailleurs plus urbaines que rurales. Enfin, le lien avec les autres acteurs, je l'évoquais, on a des conventions, vous le savez, triennales avec des grands acteurs comme le CEREMA, la Banque des Territoires, l'ANAL en rue. Ces conventions arrivent à échéance en 2023, il faudra toutes les reprendre et on sera effectivement très attentif à ce que les demandes que la loi prévoit, c'est-à-dire de trouver des conventions de qualité, puissent être respectées. Voilà, j'ai déjà été un peu long, Monsieur le Président, mais il y avait beaucoup de questions. Et puis, il est important que les collègues gardent le même souvenir que dans le Nord, c'est-à-dire un excellent souvenir du passage en commission. Nous avons d'ores et déjà une dizaine de questions. Ce que je vous propose, c'est de les prendre dans un seul et même lot et par la suite, vous puissiez apporter des éléments de réponse. Je laisse la parole pour 1 minute à David Valence. Oui, j'ai été maire pendant 8 ans et demi d'une ville de 20 000 habitants qui participait du programme Action Cœur de Ville, Saint-Dié-des-Vosges, et je peux attester de la réussite de ce programme. Néanmoins, comme Gilles Averrousse, président d'Île-de-France, l'a dit l'autre jour devant la délégation aux collectivités territoriales, sur le commerce, on sent bien que les solutions n'ont pas été complètement trouvées ou activées. Je voudrais que vous reveniez sur la manière de redynamiser le commerce de centre-ville dans nos villes moyennes et surtout sur les solutions nouvelles que vous pourriez dégager par rapport à celles qui sont déjà déployées. Deuxième question. Une question plus de conjoncture et de conjecture. L'une des craintes aujourd'hui, c'est celui d'un coup de frein sur l'investissement public local, notamment parce que les recettes des collectivités territoriales sont plus adossées qu'auparavant sur les flux du cycle économique. Comment évaluez-vous, à votre niveau, avec votre expérience, ce que seront les investissements publics locaux l'année prochaine et en 2024 ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-François Lovisolo. Oui, pris de court, Monsieur le Président. Dans le cadre de la mission de la NCT, on rencontre une problématique que je croyais propre au Sud-Est, c'est la question de l'habitat, de la question du logement, du locatif ou de l'accession à la propriété.
Il y avait des dispositifs d'État qui encourageaient l'accession à la propriété sur le territoire. Aujourd'hui, ils sont concentrés sur les zones urbaines sensibles. Mais pour autant, le périurbain et le rural connaît aujourd'hui une situation de crise sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il ne serait pas opportun que la NCT mobilise des dispositifs pour permettre l'accession à la propriété, qui est une demande de nos populations, où nos habitants ont parfois le sentiment d'une forme de déclassement, qui s'est d'ailleurs exprimée dans les urnes récemment. La parole est à Damien Adam. Merci Monsieur le Président. Monsieur Bourron, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Avant une élection, il y a le temps des engagements. Et moi j'aimerais que vous preniez des engagements clairs et concrets vis-à-vis des députés. En effet, de mon expérience de député depuis 5 ans, je trouve que les agences nationales n'intègrent pas suffisamment dans leurs relations, dans les territoires, les parlementaires et particulièrement les députés. J'aimerais donc que l'Agence nationale de cohésion des territoires, que vous, Monsieur Bourron, vous preniez des engagements pour que, par exemple, quelqu'un vienne dans ma permanence m'expliquer concrètement les projets dans mon territoire, ce qui est mené, que j'ai accès aux documents, puisque dans notre travail de rôle de contrôle de l'action de l'État et des agences, nous devons pouvoir savoir ce que vous faites. La réalité, c'est que nous ne savons pas toujours ce qui est fait. Nous le savons pour certains, la Banque de territoire a des délégués territoriaux qui font ça. D'autres agences n'ont aucune relation avec les parlementaires. Je cite l'ANRU, ils sont venus la semaine dernière dans ma circonscription, j'ai jamais été informé de leur venue. Un exemple très concret. Et c'est aussi notre rôle d'assurer ce que j'appelle moi le service après-vote et de s'assurer que les politiques publiques s'appliquent correctement sur nos territoires. La parole est à Pascal Boyer. Merci Monsieur le Président. Monsieur Bourron, c'est en tant que présidente de l'Association nationale des élus de la montagne que je salue le travail effectué par l'agence depuis sa création. Et je salue également l'excellent partenariat entre l'ANCT et l'ANEM qui a un représentant au sein de votre conseil d'administration. Comme vous l'avez indiqué dans vos propos liminaires, l'agence a accompagné les collectivités dans le cadre du plan Avenir Montagne pour lequel 31 millions d'euros ont été consacrés à l'ingénierie. Sachez qu'en tant que député de la montagne et président de l'ANEM, on essaye d'obtenir un plan Montagne 2. Monsieur Bourron, vous nous avez aussi parlé d'un guichet unique, d'une déconcentration plus forte de l'agence, mais comment envisagez-vous l'accompagnement des communes de montagne qui n'ont pas accès au programme de l'ANCT parce qu'elles ne répondent pas aux conditions d'octroi. Et pourtant, ils ont des projets qui peuvent être soit limités à la commune, mais aussi qui peuvent être structurants à l'échelle d'un territoire. Et là, nous pouvons parler d'un trou dans la raquette. Vous avez souligné que le succès du New Deal 1, des zones blanches sont encore à couvrir. Quid du New Deal 2 ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Des Hautes-Alpes, nous passons aux Bouches-du-Rhône. La parole est à Lionel Royer-Perrault. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Deux questions pour Monsieur Bourron. La première, ça concerne donc l'articulation entre les métropoles et les zones peu denses. Vous le savez, nous avons des pactes État-métropole qui ont été initiés en 2016. Nous en avons 15 pactes métropolitains qui existent. Donc je voudrais savoir quelle est l'approche que vous portez sur ces pactes métropolitains et notamment sur les contrats de coopération métropolitaine. Et deuxième question, ça concerne, vous le savez, les assises du commerce. Au lendemain des assises du commerce, le gouvernement a souhaité lancer la préfiguration de la transformation des zones commerciales. Et là aussi, je souhaiterais savoir quelle est l'approche que l'agence peut avoir justement dans cette réflexion sur la transformation des zones commerciales. Merci. La parole est à Daniel Brulebois. Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur, pour votre présentation. Moi, je salue votre volonté de rapprocher l'ANCT des élus locaux et de nos concitoyens, et cette volonté de proximité, parce que je pense que nous avons encore de gros progrès à faire par rapport à cette ANCT, en particulier dans la réduction des inégalités et dans la fracture du numérique. Il y a un tas de dispositifs qui sont très peu lisibles pour nos concitoyens. Je veux parler en particulier des tiers-lieux et des fabriques numériques de territoire. Donc, chez moi, par exemple, il y en a 2 dans la même ville qui sont financés à 150 000 € et personne ne sait vraiment ce qui s'y passe et à quoi elles servent. Donc je pense que nous avons des progrès à faire dans l'efficacité de nos dispositifs. Merci, chers collègues. La parole est à Sylvain Carrière.
Merci Monsieur le Président, Monsieur Boron. La NCT pilote le programme France Service et affiche la belle volonté de mailler tout le territoire avec une maison France Service dans chaque bourg-centre. Or, vous faites payer ces maisons par les collectivités avec un financement de 30 000 € par an et par maison pour un coût de fonctionnement d'environ 110 000 €. Cela crée donc un énorme reste à charge, environ 80 000 € pour les collectivités, alors que plusieurs de ces services relèvent de l'État. C'est d'autant plus compliqué pour les communes rurales qui vivent le retrait des services de proximité, recentralisés dans les moyennes et grandes villes. C'est ainsi que lorsqu'on habite dans une petite commune d'une centaine d'habitants par exemple, on doit souvent faire 20, 30 ou 40 km pour accéder à des services basiques du quotidien. La création de ce guichet unique est donc un énorme désengagement de l'État que ce gouvernement fait payer aux collectivités au même moment où les citoyens se sentent éloignés de leurs services quotidiens et donc de la République. Monsieur Boron, comptez-vous poursuivre cette politique du guichet unique à la charge des collectivités et à quand le pilotage d'un service public du lien et de la proximité pour les besoins réels des habitants? Je vous remercie. La parole est à Emmanuel Maquet. Merci, merci Monsieur le Président. Monsieur Bourron, ma question portera sur la logique d'action que vous comptez privilégier pour la NCT si nous vous faisons confiance pour en devenir le directeur général. L'ambition affichée de la NCT est de passer de la logique descendante d'un État prescripteur qui décline au niveau local ses projets à une logique ascendante d'un État qui accompagne et met ses agents au service des projets locaux. Lors de votre audition au Sénat, vous vous étiez réjoui du succès, selon vous, du déploiement des maisons France Service, qui devrait atteindre son objectif de 2500 d'ici la fin de cette année. Or, le financement de 30 000 € de l'État ne couvre, vous le savez, que 20% du coût global de fonctionnement de ces maisons. Ce sont donc en réalité les collectivités qui portent la majeure partie de l'effort, mais c'est l'État qui met son logo à la fin. N'y a-t-il pas un côté choquant à faire peser le poids financier de ce programme de l'État sur les collectivités? Cette recentralisation où les collectivités assument les coûts mais n'ont pas leur parole à donner sur les décisions est-elle votre conception de la cohésion des territoires? Enfin, quelle sera votre stratégie pour que la plus-value de la NCT soit vraiment concrète et ne se substitue pas à l'impression que l'État est davantage soucieux de faire porter ses politiques que de réellement apporter son aide aux collectivités? Merci. Merci. La parole est à Vincent Decker. Merci Monsieur le Président. Monsieur Bourron, bonjour. Deux questions relatives au rôle que joue, ou plutôt que pourrait jouer la NCT dans la transition écologique et énergétique. Demain, les territoires pourraient être appelés, ou plutôt seront vraisemblablement appelés à définir les zones propices au déploiement des ENR. Pensez-vous que la NCT aura un rôle à jouer dans l'accompagnement des collectivités? Et si oui, de quelle manière et avec quels moyens humains? La question de la mobilisation des compétences ayant été posée par d'autres intervenants. Vous avez brièvement évoqué la mise en œuvre du fonds vert. Est-il prévu que la NCT joue un rôle dans cette mise en œuvre ou à défaut le souhaitez-vous? Et si ça devait être le cas, avez-vous réfléchi à la manière dont l'agence pourrait être associée? Je vous remercie. La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci Monsieur le Président. Monsieur Bourron, les élus locaux doivent se battre tous les jours pour préserver et développer leur territoire. Ils ont de lourdes responsabilités en matière d'accès au réseau, de rénovation de centres-bourgs, de mobilité ou en termes de développement durable. Ces élus sont en première ligne sur bien des sujets alors que beaucoup de services publics de l'État se détériorent, voire disparaissent en zone isolée, zone rurale. Privés d'expertise, les élus peinent à savoir qui appeler, perdus dans les méandres administratifs. Prenons l'exemple d'un maire qui vient vous voir pour un projet de lotissement sur sa commune. La DDT lui aura mis les bâtons dans les roues, en surinterprétant le plus souvent la réglementation en matière de politique foncière et d'urbanisme, alors qu'il est encouragé, au contraire, à se lancer dans son projet par les programmes généreusement mis en route par l'État et portés par la NCT. Comment réussirez-vous, Monsieur Bourron, à concilier ces deux paroles apparemment contradictoires et surtout, qui lui conseillez-vous de contacter en premier lieu? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Frédéric Zinski. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Bourron. De nombreux programmes ont été déployés et de nombreux projets ont été facilités par votre agence. Je ne doute pas que vos expériences et vos compétences vous permettront de continuer le travail réalisé, de mener à bien les nombreuses missions de l'agence. Je m'interroge sur la mise en œuvre des contrats de relance et de transition écologique, dont un a été mis en œuvre avec Bordeaux Métropole dans mon département de la Gironde. Les CRTE ont connu un déploiement rapide, signe qu'ils sont pertinents dans la réalisation d'une nouvelle forme de contractualisation entre l'État et les collectivités.
Quel est votre état des lieux du déploiement de ces CRTE? Quelles pistes d'amélioration sont-elles à l'étude? Le volet transition écologique est-il assez pris en compte et une programmation pluriannuelle des financements est-elle discutée et comment sont-ils ajustés? Je vous remercie. Et enfin, la parole est à Monsieur Saint-Huil. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bourron, félicitations. Vous serez désigné, puisque tout le monde est à peu près d'accord, donc c'est une bonne chose. Je suis le premier à le dire, donc vous ne l'oublierez jamais. J'imagine deux choses. La première, qui a été transverse tout au long de l'audition, le besoin de simplification. On fait le pari, mais vous le savez, vous allez sur n'importe quel territoire et vous demandez aux élus comment on fait. C'est compliqué. Dans le travail de quelle ingénierie, l'Interco, le département, la NCT, qui fait quoi, je pense que ce premier travail, il sera absolument essentiel parce que plus personne n'y comprend rien et au regard de la complexité des travaux et des projets, ce sera une aide salvatrice que si vous donnez déjà un élément de clarification. Moi, je suis absolument favorable à la NCT, mais je note, comme beaucoup, aujourd'hui, qu'elle n'a pas encore trouvé sa pleine mesure. Et le deuxième élément que je voulais aborder, mais ça a été évoqué, c'est sur la question des actions cœur de ville et la question spécifique du commerce. Un certain nombre de territoires ont mis en place, avec des opérateurs, des foncières et vous avez accompagné la NCT financièrement. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous continuerez à le faire parce que c'est un des leviers qui est fragile mais qui est absolument nécessaire au retournement des centres-villes? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Est-ce que tous les collègues ont pu poser leurs questions? Il me semble que oui. Monsieur Bourron, je vous laisse la parole pour répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, pour Monsieur Valence, effectivement, sur la question des commerces, qui rejoint aussi ce que vous indiquiez, Monsieur le député Saint-Huil, sur la question des solutions nouvelles. Alors, je ne prétends pas arriver aujourd'hui et faire des leçons sur comment on revitalise les commerces dans l'ensemble des territoires. Ce serait très présomptueux et je crois que, évidemment, j'apprendrai aussi et on travaillera évidemment tous ensemble pour trouver, le cas échéant, s'il faut faire évoluer les choses. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que vous avez différents leviers. Le premier d'entre eux, il y a aujourd'hui, quand il faut réfléchir à comment on requalifie, on restructure l'activité commerciale, vous avez un certain nombre de projets d'études qui ont été portés notamment par l'ANCT et financés par l'ANCT. Donc ça, c'est quelque chose qui déjà, lorsqu'on est en train d'essayer de qualifier le sujet, est un préalable. La deuxième question, c'est comment on met en œuvre, le cas échéant, des travaux plus lourds, je disais, de restructuration d'activité commerciale. Là, vous trouverez l'ANCT comme opérateur ou comme financeur, selon les cas, soit dans ses anciennes missions ex-EPARECA, puisque là, il faut savoir que l'ANCT aujourd'hui est propriétaire, alors on parle plutôt de centres commerciaux dans ces cas-là, de 44 centres commerciaux dans lesquels elle assure tout un travail d'identification du sujet, puis de requalification, de portage en étant propriétaire pendant des années, et ensuite de revente aux acteurs locaux du dispositif. Donc c'est quelque chose qu'elle sait faire, c'est un dispositif qui est plutôt dans les quartiers politiques de la ville, dans le cadre de projets en rue, mais aussi dans des projets potentiellement d'action cœur de ville. Il y a aussi ce que je disais, ce qu'on appelle le FRLA, c'est-à-dire le fonds de restructuration des locaux d'activité, qui a été mis en œuvre depuis 1 an et demi, depuis le plan de relance, et qui fonctionne bien. Il devrait trouver là aussi en 2023 des moyens complémentaires. Là, il s'agit d'intervenir, et ça rejoint la question des foncières, sur des opérateurs foncières ou autres qui interviennent et qui sont les opérateurs, les maîtres d'ouvrage d'un projet de requalification, notamment de bas d'immeubles, le cas échéant. Et là, il faut rééquilibrer en fait l'opération, parce que ce sont des opérations qui sont déficitaires. Et là, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'on a à ce moment-là la capacité d'intervenir à travers ce financement pour rééquilibrer le projet et lui permettre d'être prospère. On travaille aussi, sachez-le, avec aussi la Direction Générale des Entreprises, qui dispose d'un certain nombre d'outils qui est un peu dédié sur l'accompagnement à l'activité commerciale, etc. Il y a un travail en cours pour essayer de reconcentrer l'ensemble de ces moyens au sein de la NCT, pour essayer d'éviter là aussi d'avoir plusieurs acteurs, potentiellement plusieurs fonds, mais de simplifier les choses et d'avoir du coup un effet masse un peu supérieur. Mais vous avez raison, c'est une des clés de la réussite, je l'indiquais tout à l'heure. Il y a ce volet d'activité commerciale qui est absolument fondamental. Sur la question de l'investissement public local, qui me ramène plutôt à mes fonctions d'aujourd'hui, je pense qu'il faut être aujourd'hui assez prudent. Nous n'avons pas une visibilité complète de l'état d'arrivée notamment déjà des budgets 2022. Puisque, comme vous le savez, on a eu un début d'année 2022 avec une dynamique assez forte des recettes, puis un deuxième semestre 2022 avec, là à l'inverse, une dynamique des dépenses assez forte, avec notamment l'arrivée de l'inflation. Les équilibres 2022 sont encore difficiles à cerner.
je ne ferai pas de prévision sur 2023 qui sera hasardeuse, notamment au regard de l'instabilité d'un certain nombre de données macroéconomiques. Néanmoins, on part au 1er janvier 2022 d'une situation globale, je dis bien globale, des collectivités qui est bonne. Évidemment, au cas d'espèce, il peut y avoir, et dans un certain nombre dans le bloc communal, des situations plus hétérogènes. Et certaines collectivités, certaines communes n'ont pas encore surmonté complètement leurs difficultés qui étaient issues de la crise sanitaire. Monsieur Lovisolo, sur le deuxième aspect qui est l'accession à la propriété, le logement, vous évoquez l'entrée logement. Effectivement, dans la requalification, on sait bien que c'est les deux sujets, hein, parce qu'après il y a l'aménagement urbain, qui est quelque chose qui est mieux maîtrisé souvent, mais il y a la question du logement. Alors l'ANCT, cohésion de territoire, n'est pas ni l'ANA ni l'ANRU. Hein. Je pense qu'il faut que chacun reste aussi dans ses missions, c'est fondamental. Mais sur ces questions-là, on a un partenaire clé dans Action Cœur de Ville, vous le savez, c'est Action Logement, qui est un acteur aussi dans l'ANRU, et qui a un rôle majeur, et qui d'ailleurs a joué ce rôle. Hein. C'est des dizaines de milliers de logements sur lesquels ils sont intervenus déjà dans Action Cœur de Ville, pour arriver à requalifier, à réinvestir, et Action Logement fait aussi de l'accession à la propriété. Hein. C'est toute une gamme du logement social, mais aussi toute une gamme de produits jusqu'à l'accession à la propriété. Donc je pense que c'est plutôt dans cette approche-là qu'il faut travailler sur le type de produit de sortie, et je ne me prononcerai pas pour eux, bien évidemment, mais réfléchir dans le projet d'espèces, pour voir comment on peut arriver à diversifier les projets de sortie en matière de logement. Monsieur Adam, sur comment mieux informer les parlementaires. Alors, je vous ai indiqué que moi, je crois beaucoup au dialogue local, qui intègre aussi, je pense aux commissions DETR, par exemple, les parlementaires. Donc le dialogue local, c'est aussi le rôle, pas tous dans certains départements quand il y a beaucoup de parlementaires, mais qui en comportent au moins quelques-uns. Le dialogue local, c'est aussi assuré, évidemment, par les acteurs nationaux s'ils se déplacent, mais c'est aussi assuré par le préfet, les services de l'État, en lien avec les parlementaires, mais aussi les acteurs locaux. Et le comité départemental de cohésion territoriale que j'évoquais, est un moyen aussi d'essayer de faire des synthèses, peut évidemment être le moment aussi où on évoque ces questions-là avec des acteurs qui peuvent être, le cas échéant, les parlementaires informés de ce qui s'y passe. Au niveau national, quand même, je rappelle que certes, il n'y a que 2 députés au conseil d'administration, mais il y a 2 députés qui représentent aussi et qui passent les messages de l'Assemblée nationale. C'est aussi un moyen, une reconnaissance dans la gouvernance de l'agence de l'importance de la représentation nationale, qui a porté, hein, c'est une PPL au point de départ, hein, la loi sur la NCT, qui a porté le dispositif. Et sachez en tous les cas que je le suis dans les fonctions d'aujourd'hui, je le serai peut-être dans les fonctions demain, toujours évidemment dans une logique d'un rendre compte vis-à-vis de la représentation nationale, qui est voilà, l'organisme qui porte les lois, qui porte les financements et qui aussi est chargé du contrôle de l'État et de son administration. Madame Boyer, sur les questions du plan Avenir Montagne, je vous remercie d'avoir souligné que c'était quand même un dispositif très intéressant, avec une ingénierie dédiée sur 62 territoires, j'ai bien retenu ce chiffre, ça m'a marqué, mais que se passe-t-il pour les autres? C'est ça. Alors d'abord, les autres ne sont pas oubliés, hein. Le droit commun s'applique à tout le monde, y compris quand on n'est pas sur le plan Avenir Montagne. Donc moi, je considère qu'il n'y a pas d'exclusion, hein. Le plan Avenir Montagne, il est dédié à certains sites qui ont des besoins notamment de requalification de leur activité et justement l'intégration des nouveaux modèles économiques et touristiques de demain pour arriver à faire évoluer un petit peu les choses, parce qu'on sait qu'il y a quand même des gros enjeux vu le changement climatique sur ces territoires qu'il faut appréhender dès maintenant, sinon c'est des risques de grandes crises à l'avenir. Et sur l'accompagnement, moi je peux aussi préciser qu'on a les commissariats de massifs, c'est une particularité aussi à l'agence, qui sont présents sur l'ensemble des massifs du territoire et qui sont des acteurs de proximité, de grande proximité vis-à-vis notamment des collectivités de montagne. Mais vous savez toute l'attention que l'on porte en général sur l'ensemble des territoires, mais aux questions de montagne, évidemment, à l'agence comme dans l'ensemble des services de l'État. Sur New Deal mobile et fibre, bon, vous le savez, la progression est très bonne. On a un objectif sur la fibre à 2025 de couverture intégrale. On est aujourd'hui, je crois, mais je ne voudrais pas, à peu près à 75%, et ça avance de façon extrêmement rapide. Sur les questions de mobile, alors là je parle de la fibre, sur le mobile, on est à 95% je crois de couverture du territoire, donc il y a vraiment une accélération ces dernières années malgré la crise du Covid et les difficultés, les retards que ça a pu déclencher. Donc les éléments dont je dispose laissent penser qu'on est quand même vraiment, bon évidemment ce qui reste c'est souvent le plus dur, hein, c'est souvent ça, mais qu'on a quand même progressé considérablement pour la couverture et éviter les zones blanches qui sont un frein au développement de tous les territoires. Évidemment, le numérique est la clé aussi
de l'activité économique, de l'implantation des populations et du développement d'activités, qu'elles soient artisanales, commerciales ou industrielles. Monsieur Royer-Perrault, sur les pactes métropoles, qui sont des sujets qui, effectivement, mériteraient peut-être une forme de relance. Il y a eu cette initiative en 2016-17 et qui a permis une quinzaine de pactes qui ont été signés. Il y a eu une évaluation qui a été menée, qui a montré que concrètement, les accords étaient assez larges, qui ont pu être passés. Maintenant, c'était des pactes qui ont été poussés au début par l'État, soutenus financièrement, et ensuite qui ont vécu leur vie entre acteurs locaux, entre les métropoles et leurs territoires. Moi, ce que je retiens, c'est que dans la réalité, on est sur une évaluation qui est très complexe, parce qu'il y a des outils très structurants, institutionnels de coopération, type les pôles métropolitains, par exemple. Ça, on sait voir comment ça fonctionne, mais il y a beaucoup de dispositifs qui sont vraiment local et qui sont liés à des conventions, à des accords, voire à quasiment de la relation de gré à gré. Je pense des relations qui existent entre certaines intercommunalités, les métropoles, qui ont développé des relations privilégiées. C'est un enjeu fondamental parce que, comme je le disais, il ne peut pas y avoir de rupture des territoires. L'aménagement du territoire, le développement des territoires doit faire que les métropoles contribuent au développement de l'ensemble des territoires sans que le périurbain ou la ruralité soient considérés aussi comme simplement des zones d'aménité, même s'ils ont aussi ce rôle-là. Donc c'est assez complexe, avec aussi, depuis la crise du Covid, le développement d'une nouvelle approche de la population vis-à-vis des territoires, avec une évolution des populations qui mérite d'être évaluée dans le temps. On a eu beaucoup de gens qui ont quitté les métropoles pour aller s'installer dans des zones rurales ou périurbaines. Ces phénomènes, s'ils se maintiennent, le numérique pouvant aider ces évolutions-là, télétravail, évolution de choix de vie, etc., doivent amener à s'interroger vraiment sur comment on peut renforcer, peut-être relancer une nouvelle vague de contrats entre eux ou de relations différentes entre les métropoles et leurs territoires environnants. Madame Brulebois, sur les tiers-lieux, vous évoquez la difficulté de lisibilité. Alors, c'est une politique toute récente qui a été lancée principalement dans le cadre du plan de relance, avec deux types de projets, qui sont les fabriques des territoires et les manufactures de proximité. Fabrique des territoires, c'est le tiers-lieu plus classique, qui est la jonction avec des mises à disposition de moyens numériques de différents acteurs qui peuvent trouver aussi des lieux pour le télétravail, des lieux pour échanger, des lieux pour faire des réunions. Et puis, manufacture de proximité, là on est plus sur quelque chose avec normalement une activité artisanale, avec la valorisation de ce type de projet plus économique. Il y a sans doute une réflexion à mener dans le cadre du GIP tiers-lieu qui a été créé tout récemment sur comment ces modèles évoluent. Peut-être que la carte doit être vue. Il y en a 400 aujourd'hui en France qui ont été déployés dans les territoires ruraux comme urbains. Mais forcément, c'est récent. Ça mérite sans doute une évaluation et voir comment on peut les faire évoluer, le cas échéant, dans le temps. Monsieur Carrière, vous évoquez les questions des France Services et du financement de ces dispositifs. Alors, je pense que c'est d'abord France Services, tout le monde dira que c'est quand même une réussite, et je crois, en tout cas, même si je ne m'en occupais pas directement, qu'on a plutôt des demandes auxquelles il a fallu dire non pendant très longtemps que des gens qui ont dit ne m'imposez pas France Services, au point de départ, quand même. Il faut remettre les choses... Les collectivités ont été demandeuses de porter des projets France Services. Qu'après, il y a un sujet sur le cofinancement. C'est une question, et je ne l'élude pas, qu'il y a un sujet. Néanmoins, il y a 30 000 € qui sont apportés par différents partenaires, le programme d'aménagement du territoire, les 9 partenaires qui sont présents dans les France Services. Mais je rappelle quand même que c'est une avancée pour les populations, France Services. Il faut surtout encourager ce programme qui apporte une qualité et des capacités à répondre à des questions au plus près des territoires, avec 9 grands acteurs qui sont quand même vraiment proches des préoccupations du quotidien de la population. Les sujets de CAF, de CPAM, les sujets aussi de titres d'identité, les sujets liés aussi à la MSA. Enfin, on voit qu'on a quand même des acteurs dont les gens ont besoin, notamment pour toutes les personnes qui ont des difficultés d'accès au numérique et qui ont besoin d'aller vers quelqu'un pour pouvoir être aidés. La question des équilibres financiers, elle peut être posée. Il ne m'appartient pas aujourd'hui d'y apporter une réponse. Mais effectivement, en tous les cas, le projet dans sa globalité, il semble très pertinent. Et en tout cas, sachez que moi, je considère qu'au contraire, il faut chercher
à peut-être encore le déployer dans les territoires qui sont aujourd'hui encore demandeurs et où il y a peut-être des besoins, à rencontrer et à renforcer la formation aussi, qu'un élément clé de l'accès pour faciliter l'accès et la réponse aux demandes qui sont faites par les usagers, mais c'est effectivement un programme tout à fait prioritaire. Monsieur Maquet, vous évoquez la question de France Service, je pense avoir apporté quelques éléments, et vous posez la question de ne pas faire porter par les collectivités des décisions de l'État, on va dire les choses comme ça. Moi, je vous rejoins. Après, l'aménagement du territoire, si on s'arrête simplement, et ça c'est un peu ma formation d'aujourd'hui, à la photo que le législateur a adoptée, ce sont des compétences qui sont très largement décentralisées. Hein, vous avez les régions qui ont une compétence, notamment qui élaborent des schémas régionaux, les SRADET. Vous avez les intercommunalités qui ont des compétences, avec notamment la politique des réseaux, là aussi avec la mise en œuvre des PLUI, avec aussi des politiques du logement, qui sont très structurantes, et le développement économique, partagé entre régions et départements. Régions et interco. Et puis vous avez les départements qui ont une compétence de solidarité territoriale qui est tout à fait importante et d'ailleurs très portée dans certains départements. Donc évidemment, l'État ne va pas arriver en disant je vais faire à votre place. Il faut se situer dans cet univers que j'évoquais tout à l'heure, cet univers qui a évolué, il y a un certain nombre de lois qui ont été votées, on a voulu donner plus de responsabilités au territoire et c'est bien normal, et l'État doit trouver sa place dans cet ensemble. Donc je crois que l'idée, ce n'est pas de vouloir faire porter aux collectivités des charges qui ne seraient pas les leurs, c'est que l'État accompagne, et c'est vraiment cette logique d'accompagnement des collectivités en apportant les moyens qui peuvent être les siens, mais dans un partenariat où chacun aussi porte et assume la responsabilité. Parfois, il y a plus de difficultés, et c'est là que tous les dispositifs de solidarité doivent venir pour aider. Je souligne notamment que l'ingénierie sur mesure, elle est gratuite pour les communes de moins de 3500 habitants. C'est une décision prise par le conseil d'administration de la NCT qui est très pertinente. Ça veut dire que c'est gratuit. Donc là, on intervient, il y a un problème, il n'y a pas d'ingénierie. Ben, la NCT prend en charge à 100%. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est pas de dire poussez-vous, je vais faire à votre place. C'est je m'insère dans un réseau qui doit exister et qui doit se développer. Monsieur Decker, vous évoquez la question du fonds vert. Alors, je ne peux pas me prononcer à la place des ministres en charge. Les débats parlementaires ont commencé. On voit quand même se dessiner ce fonds qui sera doté de 2 milliards d'euros. L'ANCT aura toute sa place, notamment dans une dimension qui est la dimension d'ingénierie, parce qu'on sait très bien que pour porter ces dispositifs, il faudra accompagner les territoires aussi, avec des moyens, notamment pour porter la sobriété foncière, le retour de la nature en ville, le traitement des friches, et donc la NCT aura sa part avec d'autres grands acteurs pour participer au portage de ce fonds vert qui sera, les mises sont rappelées, mis en œuvre de façon déconcentrée et de façon fongible. Je ne fais que répéter ce que disent les ministres, ce n'est pas une parole qui m'est personnelle. Monsieur Bonny, vous évoquiez la question comment arriver à concilier des projets de développement et les questions... le portage par NCT d'un projet de territoire qui se veut ambitieux, et puis avec des contraintes, le cas échéant, vis-à-vis des règles d'urbanisme, etc. Je pense que le sujet, il est aujourd'hui d'interroger chacun d'entre nous les projets de territoire pour intégrer la dimension de transition écologique qui doit être la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se développer, ça veut dire qu'on doit se développer peut-être un peu autrement. Ça veut dire que quand on travaille à récupérer le centre-ville, à réinvestir le centre-ville, c'est parce qu'on sait très bien que quand un centre-ville meurt, c'est l'ensemble de la ville qui est en grande difficulté en termes d'attractivité. Donc on a besoin de travailler collectivement sur ces sujets-là, et ce n'est pas que la NCT, c'est aussi l'ensemble des acteurs qui interviennent en matière d'aménagement et en matière de financement du logement, le cas échéant, pour que aussi nos documents d'urbanisme, nos documents d'aménagement soient conformes à cet objectif qui doit être respectueux aussi de la sobriété foncière. Donc ça passe par de nouveaux modèles de développement qui sont appréciés aussi par les habitants. Mais il faut collectivement arriver à faire rejoindre ces différentes ambitions. On peut développer un territoire sans passer nécessairement par une artificialisation massive des territoires. C'est possible. Mais ça se travaille, ça se construit, et ça se construit sur le terrain. Et enfin, Monsieur Zinski, sur les CRTE, je vous rejoins sur le fait que c'est un contrat intégrateur infrarégional très utile. Très longtemps, il a été reproché, notamment à l'État, ça rejoint des propos tout à l'heure, de faire de l'intervention en silo. Politique de ceci, politique de cela, avec un contrat avec les mêmes acteurs sur le terrain. Le CRTE permet quand même de donner une cohérence d'intervention et de donner une visibilité pour les acteurs intercommunaux et communaux du territoire sur ce qui doit être porté,
État comme collectivité à l'avenir. C'est effectivement une vraie avancée et on travaillera en tout cas aujourd'hui dans mes fonctions et demain peut-être dans celles que j'aurai, travailler pour contribuer à ce que ce soit des vrais contre-intégrateurs, porteurs de transition écologique, mais aussi porteurs de cohésion sociale. Ils doivent être multi-facteurs et intégrer l'ensemble de ces dimensions pour pouvoir fonctionner. Et pour que les élus se l'approprient. Parce que l'objectif, c'est que ce soit vécu comme étant un outil du territoire. Et quant aux moyens pluriannuels, je peux simplement dire qu'aujourd'hui, les dotations d'investissement, qui sont quand même des leviers à 2 milliards d'euros, qui chaque année arrivent, seront encore cette année présentes, tout comme les dernières années sur précédents mandats, sans compter le plan de relance. Hein. Je le mets de côté parce que c'était exceptionnel. Et que par ailleurs, le fonds vert, lui aussi doté de 2 milliards d'euros, pourra venir, sur un certain nombre de ces projets, venir en accompagnement. Donc on a vraiment aujourd'hui des moyens de soutien d'investissement importants. Donc, et qui sont avec une visibilité, je pense aux dotations d'investissement type DETR et DECIL, elles n'ont pas bougé ces dernières années. Les montants sont stables. Hein, donc, je veux dire, la mise en perspective pour les territoires est possible. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter d'une année à l'autre, il n'y aura plus de DETR. Je ne crois pas, et c'est vous qui l'avez voté, messieurs les députés, après tout. Mais je ne crois pas que ce soit les orientations aujourd'hui suivies, et en tout cas pas celles que le président, les gouvernements ont portées dans le précédent mandat, et que j'entends pour le futur mandat. Donc il y a de la prévisibilité. Il ne faut pas non plus se faire peur chaque année en se disant « je n'aurai pas ma dotation, si j'ai un bon projet, il y a toujours un moyen de le financer ». Et enfin, monsieur vous avez évoqué la question des foncières, je crois avoir pour partie répondu effectivement à ce sujet. C'est aussi des projets qui sont largement portés par la Banque des Territoires qui fait souvent le tour de table. C'est des dispositifs qu'il faut évidemment accompagner et aider. Et voilà, pour conclure peut-être là-dessus pour ce qui me concerne, clarifier qui fait quoi, c'est un enjeu majeur. Après, il faut être humble, on est dans un univers de plus en plus complexe, mais il nous revient, en tout cas, moi je perçois ma mission comme celle-là, de simplifier au maximum de ce qu'il est possible de faire pour les acteurs porteurs de projets, soit les conditions de demande de subvention, soit les conditions de réponse, et que la complexité, elle doit être portée par ceux qui sont en mesure de la gérer, c'est-à-dire un peu nous, c'est-à-dire par les services de l'administration, les services de l'État et des collectivités, mais pas par le porteur de projet. Donc c'est vraiment ma ligne de conduite. Merci à vous. Merci, monsieur Bourron. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure ? Écoutez, moi je voudrais juste remercier Madame Nguyen pour le travail qu'elle a effectué, puis Monsieur Bourron aussi pour la rapidité des réponses qu'il a pu m'apporter, parce que j'en ai rajouté un paquet. Et puis lui souhaiter bonne chance dans ses futures fonctions, puisque visiblement ça fait plutôt l'unanimité. Donc voilà, merci à tous. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur Bourron, je vous remercie des éléments de réponse apportés aux questions des collègues. Nous allons maintenant vous laisser partir pour procéder au vote. Et sans tarder, je vais appeler nos deux scrutateurs, Manon Meunier et Sylvain Carrière.